Bon, Apple vient de sortir 4 nouveaux iPhones. Ça fait beaucoup de choix. Chaque année, je vous dis quel iPhone acheter en fonction de qui vous êtes. Et chaque année, je vous dis d'attendre celle d'après. Parce qu'il manque toujours un truc. Il y a toujours ce défaut, ce choix un peu étrange, quelque chose qui me retient de vous dire, allez-y. Pour 2026, je sais exactement quel iPhone vous devez acheter. En fait, je les recommande tous. Sauf un. Un iPhone, ça coûte cher. Mais vous savez ce qui coûte plus cher qu'un iPhone? Des enfants. Les couches, le babysitting, les cours de judo. Mais en plus de ça, il faut leur constituer un capital pour qu'ils fassent des études et qu'ils s'achètent une voiture. Alors vous ouvrez un livret A et vous y versez religieusement de l'argent tous les mois. Le problème, c'est que sur le long terme, le livret A peine à suivre l'inflation. Donc votre enfant grandit, mais son épargne stagne. Trade Republic vient de changer ça avec le plan épargne enfant. Vous pouvez maintenant épargner et investir pour vos enfants dès leur naissance, directement depuis l'app. Concrètement, si vous investissez 3 000 € à sa naissance et que vous épargnez 100 € par mois, son compte pourrait atteindre plus de 50 000 € à ses 18 ans. Il pourra l'acheter, sa voiture. Et si vous voulez que vos proches arrêtent d'offrir des jouets dans lesquels vous vous prenez les pieds en pleine nuit, dites-leur plutôt d'investir dans son avenir. Son parrain et sa mamie peuvent faire un virement directement sur son compte Trade Republic, et contrairement aux billets glissés dans une enveloppe, cet argent y prend de la valeur. Attention, investir comporte des risques, y compris la perte du capital investi. Parce que les marchés fluctuent, c'est justement cette volatilité qui permet historiquement de battre l'inflation sur le long terme, mais c'est pas garanti. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, Trade Republic vous évite les frais bancaires traditionnels et vous fait gagner 2% d'intérêt brut annuel sur le compte de votre enfant. Téléchargez Trade Republic pour qu'il puisse l'acheter, sa première voiture. Lien en description. Merci Trade Republic. Bon, si vous avez un iPhone 16, 15, 14, voire 13, restez sur cette vidéo parce que j'ai plein de choses passionnantes à vous dire, mais vous n'avez pas besoin d'un nouvel iPhone. Vous allez économiser beaucoup d'argent et du CO2. Vous pouvez penser que je suis pas la bonne personne pour vous dire ça, mais ça n'en fait pas moins une vérité. La fabrication et le transport d'un iPhone 17, c'est environ 60 kg de CO2. C'est l'ordre d'un kilo de bœuf. Pour autant, dans cette vidéo, je vais parler que des iPhones qui sont actuellement sur le site d'Apple. Comme ça, je sais exactement ce que je vous recommande et à quel prix. Il peut y avoir des offres intéressantes ailleurs, mais faites attention aux reconditionnés. Même sur les plateformes les plus connues, on trouve des iPhones incompatibles en France, des batteries pas officielles, des écrans qui perdent des fonctionnalités, des joints à d'étanchéité manquants. C'est la loterie. Le choix le plus sûr si vous voulez faire des économies, c'est d'acheter un reconditionné directement sur l'Apple Store. Mais si vous pouvez investir 720 €, vous pouvez acheter le premier modèle de la gamme, l'iPhone 16e. D'habitude, l'iPhone pas cher, c'est un ancien modèle. L'iPhone 13 qui traîne au catalogue, l'iPhone 14 qu'on écoule, des téléphones qui ont 2-3 ans, qu'Apple garde dans la gamme pour faire du volume. Mais le 16e, il est sorti cette année. C'est un iPhone plus qu'actuel pour 700 €. Pour atteindre ce prix, Apple a sacrifié 3 fonctionnalités majeures. Premier sacrifice, Dynamic Island. Cette encoche en haut de l'écran qui fait partie de l'interface pour afficher le minuteur des pattes, le score du match pendant que vous êtes sur Twitter ou la porte d'embarquement de votre avion. Sur le 16e, vous l'avez pas. Vous avez toujours ces infos sur l'écran de verrouillage, mais vous devez verrouiller l'iPhone pour les voir. Deuxième sacrifice, MagSafe. Des aimants cachés dans l'iPhone pour que votre téléphone s'aimante au chargeur sans fil ou à un accessoire. Il y a un écosystème intéressant autour de MagSafe, un porte-carte pour glisser le passe Navigo, une batterie que vous pluguez avant de partir en soirée ou encore un support pour la voiture. Sur le 16e, vous n'avez pas ce système. Troisième sacrifice, l'ultra grand angle. C'est pas l'objectif photo que j'utilise le plus, mais quand j'ai peu de recul sur ce que je veux photographier ou pour de la photo macro très proche du sujet, c'est pratique. Sur le 16e, vous avez juste l'objectif basique et un x2 virtuel. Voilà les 3 choses principales qu'Apple a retirées pour descendre à 719 €. En échange, vous avez un iPhone très puissant qui fait de super photos de jour avec une bonne autonomie pour la moitié du prix d'un iPhone Pro. Si vous pouvez vivre avec ces 3 compromis, c'est le meilleur rapport qualité-prix de la gamme. Mais si un seul vous dérange, vous devez monter dans l'échelle de prix. Vous aviez donc 719 € pour l'iPhone 16e. Pour 150 € de plus, vous avez un iPhone 16. Ou pour 250 € de plus, un iPhone 17. Sur le papier, le 16 semble être un bon compromis. C'est le modèle du milieu, sorti l'année dernière, pas trop cher, avec quelques fonctions supplémentaires par rapport au 16e. Sauf que c'est un piège. En fait, Apple a doublé le stockage des nouveaux iPhones cette année. Le 16 démarrait à 128 Go, le 17 à 256. Donc les 100 € qui séparent le 16 du 17, c'est un peu une illusion. À stockage égal, le 16 aurait dû coûter plus cher que le 17. Alors Apple a tout simplement supprimé l'iPhone 16 256 Go du catalogue. Le 16, c'est le pire des deux mondes. Sans le prix attractif du 16e, sans les nouveautés du 17. Avec un stockage qui va tôt ou tard vous poser problème. Apple le garde dans la gamme pour écouler les stocks, mais aussi pour conserver une marge psychologique entre 720 et 970 €. C'est une étape tarifaire conçue pour être franchie, pas pour s'y arrêter. Le 16 ne sert à rien, sauf à faire du 17, une évidence. Vous pourriez aussi attendre l'iPhone 17e, qui arrivera probablement début 2026, mais ma crainte, c'est qu'il apporte pas beaucoup de nouveautés. Certainement un processeur plus récent histoire de le mettre à jour, il fera peut-être un peu mieux en photo avec une meilleure autonomie, mais je pense que c'est tout. On peut espérer y voir Dynamic Island ou MagSafe, mais je suis pas convaincu, parce que ça coûte cher en composants et qu'il faut pas non plus cannibaliser les ventes du modèle au-dessus. Si le 16e ne vous convient pas aujourd'hui, il y a de fortes chances pour que le 17e non plus. Alors passons à l'iPhone 17 à 969 €. C'est l'iPhone que j'attends depuis des années. Par exemple, ça faisait des années qu'on attendait l'écran ProMotion sur l'iPhone de base,
Et il est enfin là. Pour faire simple, avant votre écran se rafraîchissait en permanence 60 fois par seconde. L'écran ProMotion adapte cette fréquence en temps réel jusqu'à 120 fois par seconde. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que chaque mouvement de doigt génère 120 images. Donc toute l'interface est plus fluide. Vous le remarquerez peut-être pas consciemment, mais votre œil, il le voit. Et c'est la norme du marché. Là où ça devient intéressant, c'est que cette fréquence s'adapte dans les deux sens. Elle peut monter à 120 Hz, mais elle peut aussi tomber à une image par seconde. C'est ce qui permet Always On Display. Quand vous verrouillez l'iPhone, l'heure, les widgets, votre fond d'écran reste visible. L'écran ne s'éteint jamais vraiment, et ça consomme quasiment rien en batterie. Ça va vous faire bizarre les premiers jours, mais après vous allez adorer jeter un œil à l'heure sans toucher le téléphone. La deuxième nouveauté importante sur l'iPhone 17, c'est la caméra frontale, qui résout un problème que vous ne pensiez pas avoir. Quand vous prenez un selfie avec des potes, tout le monde ne rentre pas dans le cadre. Alors vous tournez le téléphone à l'horizontale pour avoir plus de largeur. Sauf que votre poignet, il n'est pas vraiment fait pour ça. À la verticale, vous avez une prise stable. C'est la façon dont vous tenez votre téléphone habituellement. À l'horizontale, votre poignet se tord. C'est une position moins confortable. Résultat, au moment où vous appuyez difficilement sur le déclencheur à bout de bras, votre main tremble et ça se voit sur vos photos de soirée. Pour régler ce problème, Apple a mis un capteur carré. Parce que dans un carré, vous pouvez découper un rectangle vertical ou un rectangle horizontal. Les deux rentrent dans le même espace. Ce que fait l'iPhone, c'est qu'il regarde la scène, détecte combien de personnes sont là et choisit. Vertical pour un selfie solo, horizontal pour un groupe. Si un ami entre dans le champ, l'image s'élargit automatiquement, et si un autre arrive, il s'élargit encore. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ce capteur carré, c'est qu'il arrive en même temps sur le 17 et sur le 17 Pro. Il n'a pas une génération de retard. C'est pas une version bridée, c'est la même technologie qui arrive au même moment. Ça, c'est assez inhabituel parce que pendant des années, les vraies innovations arrivaient d'abord sur les modèles Pro. Là, Apple met une technologie coûteuse et avant-gardiste directement sur l'iPhone 17. Et si vous vous demandez où est passé le 17 Plus, il n'existe pas cette année. Ça m'a embêté au début, car j'y voyais une stratégie de segmentation de la gamme pour pousser à l'achat de l'iPhone Air ou de l'iPhone Pro Max. J'ai questionné Apple à ce sujet, et leur réponse, c'est qu'ils ont voulu simplifier la gamme. Le 17 de base ne fait plus 6,1 pouces, mais 6,3. C'est suffisant pour la plupart des gens. C'est pas un truc que je vous balance comme ça, c'est la vérité. Historiquement, les versions Plus se sont toujours beaucoup moins vendues que les Pro Max. Environ 9% des ventes pour le 15 Plus, contre 23% pour le 15 Pro Max. Donc Apple supprime un modèle qui ne trouvait pas suffisamment son public. Ça va décevoir certaines personnes qui voulaient un grand écran sans payer le prix du Pro, mais dans une logique industrielle, ça s'entend. L'iPhone 17 est enfin ce que devait être l'iPhone de base. Superbe écran, excellente photo, processeur surpuissant, stockage solide, vraie nouveauté. À 970 €, c'est le choix évident pour la majorité des gens. Mais vous n'êtes peut-être pas de la majorité. Peut-être qu'à vous, il vous faut plus. Il vous faut l'iPhone 17 Pro à 1329 € ou le 17 Pro Max à 1479 €. C'est celui que j'ai choisi. Cette année plus que jamais, le Pro vise vraiment les gens qui poussent leur téléphone dans ses retranchements. En fait, il se justifie dans 3 cas précis. Premier cas, vous voulez la plus grosse autonomie possible, même si ça coûte 360 € de plus. Et ça peut valoir le coup. Tom's Guide a mesuré l'autonomie en navigation web continue en 5G, 12h47 pour le 17, 15h32 pour le Pro, 17h54 pour le Pro Max. La différence est colossale. Pour ceux qui partent tôt, rentrent tard ou passent leur journée à tourner des vidéos, la batterie, c'est un vrai bon argument. Deuxième cas, vous êtes créateur. L'iPhone 17 Pro filme en ProRes RAW Apple Lock 2 OpenGate avec Genlock pour synchroniser plusieurs iPhones. Je pourrais vous expliquer ce que ça veut dire, je vais pas le faire. Parce que si vous n'avez rien compris, vous n'en avez pas besoin. Filmer à l'iPhone, c'est plus un gadget. De vraies productions l'utilisent comme caméra. Alors oui, elles ajoutent des filtres, d'énormes lumières, parfois des objectifs à des milliers d'euros, mais ça, elles le font aussi pour une caméra professionnelle. Pourquoi utiliser un iPhone? Déjà parce que c'est moins cher, et parce qu'il va là où d'autres caméras ne peuvent pas aller. Danny Boyle a tourné des scènes de 28 ans plus tard avec des iPhone 15 Pro Max. Pour les scènes bullet time, cet effet Matrix où le temps se fige, il a empilé 20 iPhones sur un arc de cercle que les acteurs portaient pour capturer l'action à 180 degrés. Pour certains plans subjectifs à la première personne, il a donné l'iPhone directement aux acteurs pour qu'ils soient moins intimidés par une grosse caméra et plus à l'aise dans les espaces compliqués. De plus en plus de grosses et moyennes productions vont être réalisées en partie à l'iPhone, parce que c'est une vraie bonne caméra. Troisième cas, vous avez besoin d'un zoom x8. Sur le 17 Pro, vous avez un vrai téléobjectif optique x4 à 100 mm, une lentille dédiée qui rapproche physiquement la scène comme des jumelles. Derrière cette lentille, il y a un capteur de 48 mégapixels. Pour obtenir un zoom x8, l'iPhone recadre au centre de ce capteur, donc vous ne gardez qu'un quart de l'image, soit 12 mégapixels, avec un cadrage équivalent à 200 mm. Pour le tester, je suis allé à New York avec mon Leica et le 17 Pro Max. New York, c'est une ville parfaite pour la photo de rue, mais c'est aussi une ville où tout est loin. Alors chaque fois que j'ai eu besoin de shooter de loin, j'ai sorti l'iPhone et le résultat est superbe. En plein jour, en photo comme en vidéo, je le trouve bluffant. Mais dès que la lumière baisse, le bruit monte beaucoup plus vite. Donc retenez que de nuit, c'est pas vraiment utilisable, mais en plein jour, c'est excellent. Ce zoom, il répond à pas mal d'usages. Les influenceurs invités à des concerts ou à des matchs qui doivent faire du contenu, les parents qui filment leur enfant au milieu des 30 autres pendant le spectacle de fin d'année, les photographes qui veulent capturer une scène sans déranger.
Vous pensez ne jamais avoir besoin d'un x8 jusqu'à ce que vous l'ayez sous la main. Mais il y a un autre changement, invisible, qui est assez gênant pour Apple. Après 2 ans à marketer le titane comme l'argument central du Pro, Apple l'abandonne. Le titane, c'était l'argument principal de toute la campagne publicitaire du 15 Pro. Du titane de grade 5, utilisé dans la fabrication des sous-marins, un matériau premium, 45% plus léger que l'acier inoxydable, pour la même résistance. C'était sexy, j'aimais bien la proposition, mais Apple a dû y renoncer parce que c'est un matériau qui conduit mal la chaleur. Le 15 Pro chauffait énormément, le 16 Pro un peu moins, mais il chauffait quand même. Le problème, c'est que la chaleur mal évacuée étouffait les performances du processeur, qui finissaient par ralentir. Pourtant, ils l'avaient vu venir, ils avaient mis une sous-structure en aluminium cachée sous le titane pour dissiper la chaleur, mais ça n'a pas suffi. Alors pour le 17 Pro, ils ont repensé complètement le système thermique. À l'intérieur, il y a une vraie chambre à vapeur, un liquide scellé qui s'évapore au contact du processeur chaud, se déplace vers les zones froides, se condense et revient, comme dans un PC gaming. Mais pour que ça fonctionne, cette chambre doit être soudée directement au châssis, parce que c'est toute la structure qui évacue la chaleur. Avec du titane, ce serait plus compliqué, parce que la chaleur resterait piégée. Pour adopter cette architecture thermique, Apple a dû abandonner le titane. Ils sont passés à l'aluminium par nécessité physique, parce qu'il conduit la chaleur 20 fois mieux. Le titane était un pari intéressant, mais Apple a choisi les performances plutôt que le marketing, l'ergonomie et l'esthétique. Et ce choix, il a des conséquences. On peut pas dire que ce soit le plus bel iPhone de l'histoire, parce qu'aucun choix esthétique n'a été fait sur ce téléphone. Il est uniquement le résultat de contraintes physiques. Donc l'iPhone 17 Pro a un châssis en aluminium. Mais le dos ne peut pas être en aluminium, parce que les ondes d'induction ne traversent pas le métal, ce qui bloque la charge sans fil. Alors Apple a intégré du Ceramic Shield au dos, leur verre céramique renforcé, dans les zones où se trouvent les bobines MagSafe. Le métal autour dissipe la chaleur, le Ceramic Shield laisse passer la charge. Sur ces deux matériaux, la réflectance, la diffusion, la brillance ne réagissent pas de la même façon. Résultat, le châssis et le dos n'ont pas la même teinte. Ça se voit, ça casse l'unité visuelle, et beaucoup de gens trouvent ça moche. Mais c'est pas tout. Ce plateau qui traverse toute la largeur du téléphone, c'est pas un choix esthétique non plus. Ça dégage du volume en haut pour récupérer de la place pour une batterie plus importante et ça crée plus de surface utile pour mieux répartir la chaleur et donc mieux la dissiper. Donc abandonner le titane pour l'aluminium, c'est pas anodin. C'est faire le choix d'un téléphone plus lourd, plus épais, avec un dos bicolore et une bosse. Apple déplace le curseur entre masse, rigidité, dissipation thermique, finition, marketing et esthétique et ils ont choisi la performance pure. Et ça, c'est révélateur d'un virage important. J'aime beaucoup cette gamme parce que chaque nouvel iPhone assume exactement ce qu'il est. Pendant des années, Apple a segmenté son offre de manière assez artificielle. Promotion absent du modèle de base, stockage bridé, etc. C'était de la segmentation marketing, pas vraiment de l'ingénierie. Et c'est ce qui m'a souvent retenu de vous recommander des modèles. Cette année, c'est différent. Chaque compromis a une raison physique ou économique. Chaque iPhone place le curseur différemment pour sa cible. Le 16e déplace le curseur vers le prix en retirant les composants coûteux sans détruire l'expérience. Apple ne l'a pas bridé artificiellement, ils l'ont optimisé pour être accessible. C'est la fonction pure à 719 €. Le 17 déplace le curseur vers l'équilibre, avec ProMotion, la caméra carrée et 256 Go de stockage dès le départ. 970 € pour un iPhone complet, moderne, sans frustration, c'est l'équilibre parfait, ce que l'iPhone de base devrait être. Le Pro déplace le curseur vers la performance absolue. Et pour y arriver, Apple sacrifie tout ce qui l'empêche de performer. Apple a créé la gamme la plus honnête de son histoire. Chaque prix se justifie, chaque compromis s'explique. Avec cette gamme, Apple est au sommet de sa rationalité technique. Sauf qu'il y a un dernier iPhone. Et lui, il crache à la gueule de tout ce qu'on vient de dire. L'iPhone Air sacrifie tout. La photo, le son, la batterie, même le prix, pour gagner 0,9 mm d'épaisseur et devenir l'iPhone le plus fin jamais conçu. Dans une gamme où chaque compromis sert la fonction, l'air sacrifie l'usage pour l'apparence. Dans une gamme parfaitement rationnelle, c'est le seul qui ose être irrationnel. L'iPhone Air est un produit émotionnel, un objet que personne ne devrait acheter rationnellement car il sacrifie tout ce qui compte pour 0,9 mm. Personne n'a demandé ça, mais ça révèle quelque chose sur ce qu'Apple prépare. Pour cette raison, il mérite sa propre vidéo. Promis, on en parle vite. Maintenant, vous savez quel iPhone acheter. Merci à tous. Merci à Trade Republic. C'était Léo Duff.